Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à cette émission. Bienvenue donc. Les médecins béninois, agents permanents de l'État, ont encore un mois pour décider s'ils exercent en clientèle privée ou uniquement dans les hôpitaux de service public. C'est l'une des grosses actualités dans le secteur de la santé et qui défraie actuellement la chronique. Quels effets cette décision du Conseil des ministres peut-elle avoir sur la santé de la population? Ce sera le sujet de décryptage de cette émission. Le dossier de la semaine pose ses valises au port autonome de Cotonou de 1960 à nos jours. Comment a-t-il évolué? Quelles ont été ses contributions à l'économie nationale? Eh bien, vous le savez, nous sommes dans la fièvre de la célébration de l'indépendance du Bénin. Mesdames et messieurs, nous en parlons. Bienvenue à cette émission Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal que nous présente Estelle L'Espérance Europazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou donne de la voix. Gilbert Togbono a donné aux médias un compte-rendu de certaines activités du parquet de Cotonou au cours d'une conférence de presse. Le point dans ce reportage signé Patrick Adiaboudjou. C'est une sortie médiatique qui tient lieu d'une mise en garde dans un premier temps, à l'endroit des élus locaux et communaux de la ville de Cotonou. Le constat fait par nos soins est que les pratiques et actes administratifs, ainsi que la gestion des collectivités, sont empreints par endroits de légèreté et de graves dysfonctionnements. Des dysfonctionnements qui sont à l'antipode de la bonne gouvernance et ralentissent la dynamique de développement en marche au sein des collectivités locales. Le procureur de la République tient à inviter les élus locaux et communaux à accomplir dans les règles de l'art leurs obligations relatives à l'état civil, au foncier et à l'environnement. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou prend aussi à témoin le peuple béninois au sujet des pratiques peu orthodoxes observées dans les opérations de banque. Plusieurs procédures actuellement en cours dans les tribunaux ont révélé des écarts de rigueur tant du point de vue déontologique que des normes administratives devant régir les questions d'opérations bancaires. Face aux médias, Gilbert Togbono est suffisamment explicite. Le parquet de Cotonou sera regardant pour les comportements déviants qui entraînent le détournement de crédit ou autres actes bancaires. Les institutions d'assurance et les promoteurs de casinos exerçant sur le territoire de Cotonou sont également invités à se conformer aux normes régissant le secteur. Dans le cas contraire, force restera à la loi et la justice dira le droit au moment opportun, a-t-il laissé entendre. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais aujourd'hui, cette forme de gouvernance ne pourrait conduire au développement sans l'action de la jeunesse. Cette jeunesse qui, selon Benito Kukorussi, doit militer pour un rayonnement de la démocratie au Bénin. Je vous propose de l'écouter au micro de Élie Adiran. La démocratie, d'abord, c'est un concept très mal connu de la jeunesse. Nous constatons aujourd'hui qu'au Bénin, la majorité des jeunes comme nous d'ailleurs adorent la chose politique, adorent parler de la chose politique. Mais lorsqu'on se plaît à les entendre, à les écouter, nous voyons qu'il y a quand même un léger déphasage entre ce qu'ils conçoivent de la démocratie et leur façon d'agir. Ceci dit, quand on parle de développement, il faudrait dire que le développement en démocratie doit forcément se baser sur cette jeunesse-là qui déjà représente la masse de la population. Donc, il est quand même indispensable d'outiller la jeunesse, d'outiller cette puissance que détient notre pays pour pouvoir aller vers le socle, vers le développement que nous escomptons tant dans notre pays. Nous croyons quand même que la jeunesse a l'élan
de se lancer dans la chose politique. Et nous, on saurait dit exactement ou avec précision pour le moment que voilà, la jeunesse est totalement outillée. Si la jeunesse était totalement outillée, peut-être Ademo n'existera pas. Et c'est parce que nous avons constaté un léger décalage que nous sommes dit alors là, il faudrait donc permettre à la jeunesse de pouvoir saisir le judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, ou bien rentrer en relation avec l'Assemblée nationale. Cotonou, à l'instar de nombreuses de nos villes, bénéficie de la réalisation des infrastructures. Elles sont pour la plupart réalisées par le fonds du contribuable. Ceci afin de favoriser la fluidité sur nos axes routiers. Mais les actes de vandalisme, les surcharges et les accidents détruisent ces infrastructures au mépris du respect du bien public. Igor Ayosso, Elie Adiran, Marcel Arossi. La surcharge, l'un des facteurs de dégradation précipitée des infrastructures sur nos axes routiers. Les conséquences de la surcharge sur l'état des infrastructures routières au Bénin ne sont plus à démontrer. Les routes étant aménagées pour supporter des poids donnés, les véhicules gros porteurs lourdement chargés réussissent à précipiter leur dégradation à force d'y passer. Les infrastructures qui passent dans la zone, c'est un peu dangereux. C'est très dangereux, c'est pas un peu dangereux, c'est très dangereux. Les camions filent à leur niveau, mais les petits bisous aussi font faire de n'importe quoi. Moi je suis ici, bon, il a une voiture, il a quitté en mission, et c'est lui qui a fait tomber le panneau qui est là-bas. Et la voiture est partie rester là-bas, de l'autre côté. Les infrastructures, ça, c'est pas encore ce que nous voulons dans notre pays. L'État central, certes, via les mairies, essaie quand même d'envoyer des matériels pour le nettoyage, tout ça. Mais ce qui est récurrent là, c'est comment on appelle les accidents de la circulation qui endommagent sérieusement nos axes. Convaincus que le développement de la route passe par la route du développement, les autorités en charge des infrastructures œuvrent dans la construction et l'entretien des routes dans les grandes agglomérations. L'entretien de la route est un devoir de la mairie ou de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Infrastructure, par endroit, mais c'est un entretien qui coûte cher. À mettre la main sur le fautif et qu'il faudrait alors qu'il puisse assurer la réparation de la partie. On attend l'assurance et ça met du temps à venir. Pour Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures, le défi à relever est de garantir aux usagers de la route plus de confort. Il faut accorder plus d'importance à la maintenance de l'existant, parce que laisser dégrader les routes qui existent, c'est investir inutilement et recommencer les mêmes efforts. Le réseau routier national est dans un état qui ne fait plaisir à personne. Beaucoup de moyens sont investis dans cet entretien-là, mais que les résultats souvent ne suivent pas. Après la réception provisoire des travaux de remise à niveau de la route, c'est que l'entreprise doit elle-même prendre les mesures pour faire le suivi de son travail. Donc dès qu'il y a la moindre dégradation, lui il intervient. L'ennemi de la route, c'est la surcharge. Pour ce fait, les responsables doivent travailler davantage afin de lutter efficacement contre les hors gabarits et les actes de vandalisme qui contribuent à la destruction des infrastructures routières. Et puis, dernier reportage de ce mini-journal. Mieux s'occuper des femmes victimes des agressions sexuelles ne relève pas seulement de la justice. C'est aussi une préoccupation sanitaire. Les hommes de santé se font former pour bien prendre en charge les agressés sexuels. À cet effet, l'élaboration d'un nouveau modèle de certificat et son remplissage a été la préoccupation majeure de ces médecins gynécologues. Suivez ce reportage de Gloria Oni pour plus de détails. Au-delà de certaines pratiques traditionnelles qui constituent des violences à l'égard des femmes et des filles, la violence sexuelle est bien plus préoccupante. Une affaire juridique, mais d'abord sanitaire. Ces médecins, pour la plupart en gynécologie, se font former pour mieux prendre en charge les victimes. C'est la finalité de la prise en charge d'une victime dans un hôpital de référence, c'est le certificat médical.
Et le certificat médical, c'est le résultat de l'accouchement, de la prise en charge d'une victime. Quand on a fini de prendre la victime en charge, la seule chose qu'elle récupère de l'hôpital comme gain, c'est un certificat médical de bonne qualité. Toute victime d'agression sexuelle peut détenir son certificat médical qui lui servira de preuve devant la juridiction compétente au moment opportun. Le certificat médical là, a un canevas approprié qui a été retenu et lorsque le canevas n'est pas rempli dans toutes ces lignes, il se posera forcément un problème parce que tous ces dossiers-là sont des dossiers de justice. Le but visé est d'exhorter chaque médecin gynécologue à remplir avec munitie le certificat médical des agressés sexuels. Non seulement ils seront capables de signer un certificat, mais ils vont faire un certificat médical qui ressemble à ce que le Bénin souhaite avoir, qui va permettre à la justice de faire un travail plus propre en faveur des victimes. Selon les statistiques publiées récemment par le Fonds des Nations Unies pour la population, une femme sur 3 est victime de violences physiques, affectives et verbales. Ce mini-journal suivait juste après moi la revue de presse et le décryptage. Merci à vous Estelle pour cette belle présentation et j'espère que par rapport à votre dernier élément, le certificat prendra également en compte les hommes qui sont sexuellement violentés. En tout cas, tout est fait pour que cela soit pris en compte selon ce que nous apprenons. Nous allons tout de suite enchaîner, comme vous le disiez, Estelle Pazou, avec la revue de presse économique de l'actualité de la semaine. Et cette fois-ci, c'est une réalisation signée Patrick Adjabodjo. Amis de la revue de presse, c'est encore un plaisir de vous informer. L'essentiel de l'actualité lu par la rédaction de BB24 au cours de la semaine écoulée se résume comme suit. La lutte contre la contrebande du riz à destination du Nigeria et qui transite par le Bénin devient une priorité pour les chefs d'État béninois et nigériens. C'est le journal L'Économiste qui nous l'apprend. À la une de sa parution du mercredi dernier, l'Économiste écrit « Coopération bénino-nigériane. La contrebande du riz préoccupe Talon et Boiry. Nous devons développer une volonté commune pour faire face aux problèmes », a déclaré le président Patrice Talon au palais d'Abuja, selon les propos rapportés par les médias nigériens. Pour faire face aux fléaux anti-économiques, les deux chefs d'État ont décidé de la création d'un comité mixte de lutte contre la contrebande. Par ailleurs, le même journal nous informe que la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, offre une enveloppe de 50 milliards de francs CFA aux pays africains, un appui financier pour lutter contre le changement climatique. Jusqu'en 2021, la BOAD entend apporter une contribution significative face aux défis du climat sur le continent africain. La santé au Bénin, c'est une nouvelle actualité qui alimente la presse écrite. L'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicaux est désormais interdit en République du Bénin. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 25 juillet 2018. Les médecins ou praticiens concernés par cette mesure sont contraints à opérer un choix, servir l'État ou leur cabinet privé. Cette information a été relayée par le Canard de Ménotin. Le quotidien Fraternité titre à la une de sa parution du jeudi 26 juillet 2018 « Interdiction d'exercice de la profession médicale en clientèle privée. Les agents de santé ont jusqu'au 30 août pour choisir, rester dans le public ou partir pour le privé. Le Progrès, quant à lui, affiche noir sur blanc, choisir ou renoncer. Le dilemme des médecins. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles
sur toute l'étendue du territoire national. Actualité judiciaire, après les levées d'immunité parlementaire des députés Idrissou Bako, Mohamed Taoufik Renouho et Valentin Djenotin, les regards sont tournés vers le parquet de Cotonou qui a saisi le Parlement par voie hiérarchique. C'est le média du service public, La Nation, qui nous en parle. Fin de la revue de presse. À dimanche prochain. Merci Patrick Adiagojo. À dimanche prochain. Et la rubrique qui va suivre, c'est le décryptage et nous allons parler de cette décision du Conseil des ministres qui ordonne aux médecins de choisir entre exercer en clientèle privée ou exercer dans les hôpitaux de service public. On en parle dans le décryptage. Voilà, mes invités, ils sont là. J'ai le plaisir de vous présenter Cédric Rounou. C'est bien ça? Bien ça, Roch. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moïse Dossomon, bonjour. Bonjour, Roch. Vous, je ne vous présente plus, vous êtes l'habitué de ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais je reste avec vous. Vous savez, depuis quelques semaines, il y a un séisme de réforme qui secoue pratiquement tous les secteurs et le secteur de la santé a connu également son lot. La récente décision du Conseil des ministres qui ordonne et qui donne un ultimatum de 30 jours pratiquement aux médecins béninois exerçant dans le service public de choisir entre exercer dans le service public ou en clientèle privée. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une décision assez sévère pour les patients? Non, je ne crois pas. D'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs réformes qui sont annoncées ou opérées par le gouvernement sur lesquelles on peut trouver à redire. Mais sur celle-ci tout particulièrement, moi je suis en phase à 100% avec le gouvernement. Et pourquoi? C'est une excellente décision. Quand vous choisissez d'exercer dans la fonction publique, c'est que vous acceptez de prêter vos compétences à l'État pour un temps donné, 25 ans, 30 ans, 35 ans selon le cas. Et tant que vous acceptez de poursuivre ce contrat, c'est que vous n'êtes pas tenu d'aller voir ailleurs, notamment dans le secteur privé. Si vous y allez, c'est qu'il y a une dérogation spéciale que vous êtes accordée pour un temps donné. Ça ne saurait être perpétué. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Nos médecins ou paramédicaux, pour la plupart, qui sont en contrat avec l'État, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires permanents, ont aussi des cliniques privées ou bien sont sollicités par des cliniques privées. Mais ils accordent beaucoup plus de temps à ces cliniques-là qu'au service public. Et quand vous allez à l'hôpital pour les différentes spécialités, vous voyez des malades qui gémissent, mais qui sont sur les bancs pendant des heures et qui attendent le spécialiste. Mais pendant ce temps-là, celui-là qui est censé être dans son cabinet à l'hôpital public à 8 heures, il peut se pointer à 11h midi, il vous logne, il vous nague, il vous regarde de haut, il vous reçoit, il vous expédie. C'est à peine si il ne vous demande pas que vous l'importunez. Est-ce que vous n'y allez pas? Non, mais la réalité est là, il fait à peine 2 ou 2 heures. Vous y allez un peu de façon un peu trop forte. Un médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate, qui vient, qui voit un patient qui l'attend et qui le lorgne, vous ne pensez pas que vous êtes un peu dur? Nous sommes tous habitués à des hôpitaux. Nous sommes tous habitués à des hôpitaux. Même s'ils ne tombent pas malades, souvent on a devant des parents, des proches, des amis qui tombent malades et quand on y va, on voit ce qui se passe. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un médecin qui attendait à 8 heures puisse se pointer à 11 heures sans aucune excuse, sans que ça ne branle pas sa conscience et qui, dès qu'il vient, se met à expédier les malades pour repartir de là où il est venu. J'estime, je ne leur dénie pas le fait, d'abord que c'est une profession libérale, il faut le dire. C'est le constat que je vous ne leur avez dénie fait. pas le fait d'aller vers les cliniques privées s'il y a une possibilité qui est offerte pour eux. Mais ce que je dis, tant que vous êtes fonctionnaire, vous êtes payé par l'État par mois, que le salaire soit insuffisant ou pas, vous êtes tenu de faire en sorte que votre contrat dans la fonction publique soit respecté. Mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas intéressant. Mais tel que c'est dit, c'est à croire que même si un médecin est compétent, il est spécialiste dans son domaine et qu'une clinique privée a recours à lui pour le solliciter afin qu'il vienne intervenir de façon urgente, dans ces conditions, il n'a plus le droit d'aller sauver le malade. Non, ce n'est pas cela. Il y a des dérogations qui leur sont accordées, notamment pour les anesthésistes et réanimateurs, pour 2 ou 3 spécialités, parce qu'ils sont un nombre très insuffisant. Mais je pense que les médecins en général, les spécialités en général, il y en a suffisamment pour que les cliniques puissent en recruter. Mais s'il y a un cas urgent
qui demande l'avis d'un expert peut-être un peu plus expérimenté, sans lequel le patient pourrait mourir. Je suis sûr que même sans autorisation, le médecin pourrait être appelé à se porter sur les lieux. Mais ce que nous dénonçons, ce que le gouvernement veut régler, c'est la permanence des fonctionnaires dans le secteur privé. Je pense que cela ne peut plus perdurer. D'accord. Alors, Cédric, dites-nous, pourquoi la plupart des patients préfèrent aller se faire soigner dans les cliniques privées? Justement, mon cher Roch, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Les centres hospitaliers publics, le soin laisse à désirer. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Quand vous allez dans les hôpitaux publics, on sait comment l'accueil se fait. On sait comment le traitement se fait. On sait les conditions dans lesquelles les patients sont soignés. Donc, du coup, le commun des Béninois, il est complètement inconcevable d'aller dans les hôpitaux publics. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas dû au fait que dans les hôpitaux publics, il y a le plateau technique qui fait défaut? Oui, justement, ce n'est pas que ça. Malheureusement, ce n'est pas que ça. C'est un problème de patriotisme, c'est un problème d'amour pour sa patrie. Parce qu'il est inconcevable qu'un Béninois, médecin, puisse laisser les hôpitaux publics et gérer mieux les patients dans son centre privé. C'est complètement inconcevable que des patients soient dans les hôpitaux publics et que le même médecin puisse les orienter vers le privé. Regardez un peu ce qui se passe pendant les jours de grève dans les hôpitaux publics. C'est désolant. On ne peut pas continuer sur cette lancée. Moi, je pense sérieusement que cette réforme, elle est la bienvenue et il faut la saluer. Quel crime le médecin qui oriente un patient vers une clinique privée a-t-il commis lorsque, dans le service public où il n'y a pas le matériel qui doit permettre sa prise en charge? Oui, justement, le crime, ce n'est pas sur cet aspect qu'il faut poser la problématique. Non, mais il faut bien poser le problème. Oui, bien sûr. Le problème est où? Le problème est où? Le patient qui va dans un hôpital public et il voit le médecin, le même type, le même monsieur là, et on le déplace 5 minutes après dans son centre privé, ce n'est pas la même personne, je vous assure, ce n'est pas la même personnalité, ce n'est pas le même mental, ce n'est pas le même langage. Ça change automatiquement. Ça prouve que dans le public, la mentalité est différente. Que les matériels soient là ou pas, c'est un problème de mental, c'est un problème de psychologie, c'est un problème d'amour pour sa patrie. Et je suis désolé, c'est ça. D'accord. Vous êtes désolé, vous soutenez à 100% cette décision prise par le gouvernement et on leur donne maintenant jusqu'au 30 août pour choisir s'il faut qu'ils exercent soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. À votre avis, vous pensez que les médecins vont choisir quel secteur? Ils choisiront celui qui leur semble le mieux profitable. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le secteur public, il y a plus d'avantages, il y a plus de garanties? Dans le privé, le médecin, il ne gagne que ce qu'il a fait. Je pense que c'est plutôt mitigé. Il y a peut-être plus de garanties pour ceux qui ont atteint un certain grade, notamment les professeurs agrégés, les maîtres de conférence, enfin les universités hospitaliers, mais les hôpitaux universitaires, comme on les appelle. Ceux-là ont quand même des traitements salariaux assez élevés. Ils sont payés à plus d'1 million. Ceux-là peuvent estimer que ce n'est pas la peine de laisser tomber ça pour aller dans un privé, même s'ils peuvent gagner autant. Parce que n'oubliez pas qu'ils pensent aussi à la retraite, à la pension. Justement, même les jeunes aussi vont penser à la retraite. La retraite est garantie. Ils vont également penser aux éventuelles promotions qu'ils pourraient avoir. Dans le privé, il y a énormément d'argent, tout comme dans le public. Ce que je dis, c'est que quand vous êtes déjà dans le public, vous avez la garantie d'avoir 1,5 million, 2,5 millions de salaire par mois, que vous savez que si vous allez à la retraite, il y a au moins 1,5 million, 1,8 million que vous pouvez percevoir à vie. Alors que dans le privé, ce n'est pas forcément le cas. Ils peuvent être tentés de dire, je reste d'abord dans le public jusqu'à la retraite avant d'aller vers le privé. Mais le fait est que les fonctionnaires dont on parle, qui sont à la fois dans le privé et dans le public, ils font ombrage aux jeunes médecins qui sont à la quête d'emploi. Comment ça? Ils sont pleins d'être formés, qui veulent être recrutés soit dans le public, soit dans le privé. Mais voilà que leurs devanciers sont dans les deux secteurs. Quelle place va se libérer pour eux? Mais si les devanciers choisissent maintenant, soit je vais dans le privé, soit je vais dans le public, ça fait beaucoup de places qui sont libérées. Mais il y a des cliniques qui sont créées et ces jeunes médecins sont recrutés justement dans ces cliniques. Ils ne sont pas tous recrutés. Il y a plein de médecins formés au Bénin qui sont plus ou moins compétents, mais qui recherchent maintenant le cadre pour exercer leur activité, pour acquérir de l'expérience. Mais parce que leurs aînés sont assis sur deux chaises, ces médecins ne trouvent pas de la place pour s'exprimer. Mais si chacun fait un choix, je pense qu'il y a beaucoup plus de faveur pour ces jeunes médecins-là qui veulent aussi acquérir de l'expérience pour se faire un nom. Mais tant qu'ils n'ont pas cette opportunité, ce n'est pas évident. Et la réforme là est d'autant plus pertinente parce que n'oubliez pas que le secteur public, c'est le secteur de nous tous. Nous contribuons tous au niveau des caisses de l'État pour avoir droit à une meilleure santé, à un meilleur environnement, à la sécurité et à tout. Vous ne pouvez pas payer vos impôts de manière continue
tomber malade, aller dans un hôpital public et ne pas être bien soigné. Ça ne s'entend pas parce que vous avez déjà payé en amont au niveau des impôts pour avoir droit à ce service-là. Et en plus, le personnel qui est là est payé sur la base des impôts que vous payez. Donc, vous ne pouvez pas faire ce geste-là d'abord, tomber malade, et être obligé d'aller maintenant en privé, débourser davantage pour avoir la santé, c'était inconcevable. Mais quand on prend le critère du plateau technique qui est défaillant, c'est vrai, c'est un problème sérieux. Mais d'abord, il y a l'accueil, il y a la prise en charge. Tout à fait. Ça, c'est déterminant pour la guérison. Même si le plateau est défaillant, il faut d'abord que le malade, qui sait que s'il vient à l'hôpital à 8h, que peut-être à 8h, qu'à 8h30, soit reçu. Mais le laisser porter là des heures, alors qu'il a droit à un service, et que celui-là qui vient, qui a un salaire là, soit d'abord à prendre des gens ailleurs qui sont dans le privé, ça, c'est inconcevable. Okay. Il faut arrêter tout au moins cette bagaille-là d'abord, et que le malade qui vient dans le public ait l'assurance d'abord d'avoir un médecin en face de lui qui l'écoute, quitte à ce qu'après, l'argument de la défaillance du plateau technique soit évoqué. Okay. Mais d'abord, la prise en charge du malade, elle est importante, elle est urgente, il faut le faire. D'accord. Lorsqu'on a besoin de médecins spécialisés pour la prise en charge de certains patients et qu'au même moment, on constate qu'il y a des médecins qui sont spécialisés, mais qui sont plutôt promus à des postes politiques, un ministre de la Santé, comment dit-on, un gynécologue qui se retrouve par exemple au ministère des Travaux publics, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de la compétence qu'on aurait pu mettre au service de la population dans les centres de santé plutôt que le poste qu'il occupe? Bien sûr, vous avez totalement raison. Mais moi, je pense que le problème qui se pose actuellement est beaucoup plus grave que ce problème que vous évoquez. Parce qu'il est question de restaurer l'image des hôpitaux publics. Il est question de restaurer le service qui devrait être a priori celui des hôpitaux publics. Parce qu'on ne peut pas continuer. On a été indépendant depuis 1960, mais je vous assure que le pays ne peut pas continuer comme ça. Et le chef de l'État a tous les mérites de mettre fin à cette pagaille. Il faut que désormais, même le citoyen lambda, quand il tombe malade, qu'il puisse directement et de façon automatique aller dans les hôpitaux publics et être reçu comme dans les hôpitaux privés. C'est très important. Et je crois que ce combat que le chef de l'État fait, il faut honnêtement le saluer. C'est vrai, quand il y a des réformes qui laissent à désirer, il y a des réformes sur lesquelles on peut trouver à dire, mais sur celle-là, je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec tout ce que le président de la République fait, mais il faut avoir l'honnêteté de dire oui. Oui. Bientôt, il y aura l'inauguration de certains centres de santé tels que l'hôpital de zone d'Alada qui a été construit par l'intermédiaire de la coopération bénino-japonaise. Vous entrevoyez dans ce processus d'inauguration le recrutement de nouveaux médecins qui vont servir ou bien ceux-là qui étaient agents permanents de l'État qui officiaient au niveau du secteur privé et également du secteur public qui pourront être affectés vers cet hôpital? Non, forcément, on doit procéder à un recrutement, mais déjà, si avec cette réforme, on peut trouver quelques médecins pour envoyer, ça serait bien. Ça serait bien, mais dans tous les cas, tout le monde sait que le secteur a besoin de main-d'œuvre, que le secteur a besoin de recrutement. Et qu'on le veuille ou non, il y aura de recrutement. D'accord. Au nombre des décisions qui sont également prises, il y a la suspension de l'attribution des agréments aux nouveaux promoteurs de cliniques. Est-ce que vous ne pensez pas on est en train de vouloir empêcher les jeunes de créer des cliniques, de créer des emplois également? Non, je ne pense pas que c'est beaucoup plus pour faire le point de l'existant. Quand on dit qu'on suspend, ce n'est pas un arrêt. Ce n'est pas une décision définitive. Encore que la fonction médicale est une fonction libérale. C'est ce que je disais tantôt. Donc, suspend, c'est pour mieux voir, c'est pour voir clair dans ce qui a été fait. Ce n'est pas seulement la suspension, c'est aussi la révocation d'autorisation. Ça veut dire que tous ceux qui ont eu des agréments jusque-là, que ces agréments n'existent plus. Il leur faut maintenant se régulariser pour qu'on voit, lui, il est désormais dans le public, lui, il est dans le privé. Ils ont d'ailleurs tous été convoqués au tribunal pour répondre. Pas tous ceux qui sont plutôt dans l'exercice illégal de la profession, je pense que c'est ceux-là qui sont inquiétés. Mais le reste, qui a eu une autorisation légale, n'est pas encore inquiété pour le moment. Quand ils vont faire un choix, je pense que chacun pourra maintenant aller dans la direction qu'il veut. Regardez au Togo à côté, ce qui se passe au Bénin se passe depuis des années. Vous ne pouvez pas être médecin recruté dans le service public au Togo et aller encore dans le privé, c'est impossible. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous?
Mais est-ce qu'on peut véritablement suivre cette décision? Un médecin qui travaille 8 heures dans l'administration publique par jour, le reste du temps, il peut aller consacrer cela. Le médecin n'est pas un fonctionnaire comme tous les autres. Et à ce niveau-là, il y a un système de garde qui est souvent de mise. Vous travaillez 24 heures, vous reposez, 24 ou 48 heures, vous revenez après. Je pense que c'est un truc du genre. Mais même pendant son jour de repos, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il ne peut pas aller servir quelque part? En fait, il y a forcément la loi qui encadre leur profession. Il y a des décrets qui encadrent leur profession. Si cette ouverture leur est permise, tant mieux. Mais ce que nous disons, si un médecin doit être à l'hôpital pendant 8 heures, 12 heures d'affilée, il faut qu'il consacre effectivement ces 8 heures, ces 12 heures à l'hôpital public. C'est ce qui est recherché. Ce n'est pas le fait de l'empêcher d'aller exercer ailleurs, ce n'est pas fondamentalement ça. Si vous devez être à l'hôpital le lundi, je suppose de 6 heures à 18 heures, déjà à 6 heures du matin, vous êtes là et vous partez à 18 heures. Et vous occupez le temps, non pas à faire autre chose, mais à vous occuper vraiment des malades. C'est ça qui est recherché. C'est le soin, c'est la permanence des soins spécialisés aux malades dans les hôpitaux publics. C'est ça que nous voulons. Enfin, j'estime que c'est ce que le gouvernement fait. Et si cette réforme doit avoir du succès, ça dépend aussi du même gouvernement. Oui, en quoi faisant justement, et ce sera votre mot de fin, comment faire le suivi? Le suivi, c'est un niveau de la présence permanente, c'est-à-dire le fait de surveiller, de vérifier que les gens sont constamment présents à leur poste. Ce n'est pas une surveillance occasionnelle dès le début, mais une surveillance permanente renforcée, avec des mesures de sanctions en compte de ceux qui vont vouloir jouer sur les deux tableaux. Et des mesures de motivation également. La motivation, on le dit toujours, mais avant de demander des motivations, il faut d'abord faire ce pourquoi on s'est engagé. Vous êtes médecin, vous avez prêté serment, vous savez que c'est tel salaire que vous avez réservé, vous l'avez accepté, vous êtes venu à la profession, faites d'abord ce pourquoi vous êtes recruté, les devoirs avant les droits. Mais quand on met les droits devant, on a du mal à faire le devoir. C'est quand on fait bien son devoir qu'on peut être à même de bomber le torse et de réclamer des droits. Faisons d'abord nos devoirs, soignons les malades, évitons qu'il y ait moins de morts dans les hôpitaux et après on pourra exiger maintenant des droits. Tout à fait. Il faut qu'il y ait moins de morts désormais. Plutôt tendons-nous vers la restauration du serment d'Hippocrate que prêtent les médecins. Tout à fait. Et c'est ce qui me réjouit, je vous assure. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a fait un peu tiquer. Quand le médecin est appelé dans les hôpitaux publics, 12 heures par jour, je suppose, par exemple, mais il se pose un problème d'efficacité. Quand il rentre, c'est pour se reposer et revenir faire le même job. Mais quand il va s'occuper pendant les 12 heures qui restent, mais il se pose un problème d'efficacité. C'est ça le problème que nous avons dans les hôpitaux publics. Il faut que cela puisse s'arrêter. D'accord. Merci beaucoup à vous, Cédric Renou, d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Moïse de Saumon. Mesdames et messieurs, Wikeko se poursuit et tout de suite, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine pour parler cette fois-ci du port autonome de Cotonou. Nous sommes dans la fièvre des préparatifs de l'indépendance, le 58e anniversaire de l'accession du Bénin à sa souveraineté internationale. Le port autonome de Cotonou est l'une de ces infrastructures phares, on l'appelle même poumon de l'économie nationale. Comment a-t-il évolué de 1960 jusqu'à aujourd'hui? Quelles ont été ses contributions à l'économie nationale? Eh bien, nous allons en parler avec un expert, il s'y connaît très bien. Mais avant, je vous invite à suivre cet élément. Il faut reconnaître que les vieilles habitudes là sont déjà pratiquement hors du port de Cotonou. Hein. Sinon, si c'est pas que c'est... Il y a trop de contrôle au port de Cotonou. Le scanning n'est pas ce qu'on a connu. Notre scanning n'est pas fiable. Parce que quand on parle du scanning, c'est qu'on n'a plus de visites en tant que tel. Mais on a dit 10% de nos marchandises seront scannées. Mais quand on fait le constat, on est à plus de 30%. Avant, il faut passer de maison en maison, de structure en structure pour payer ses factures. Aujourd'hui, avec le guichet unique portuaire, on a un bordereau de frais unique, le BFI. Et qui, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde, toutes les structures émettrices émettent leurs factures et on paye directement. C'est le grand gain que le port a eu. Les véhicules d'occasion, si je peux vous en parler, ont atteint leur apogée. Aujourd'hui, il y a des gains d'activité, mais pas comme ça. Sinon, on est à moins de 9 000 véhicules le mois. Bon, longtemps, on est allé jusqu'à 20 000 véhicules le mois. Il y a beaucoup de problèmes.
aujourd'hui, Bénin Control est en train de... C'est à cause de Bénin Control qu'on a eu un peu d'activité. Mais il y a des trucs à parfaire encore avec Bénin Control. Beaucoup de choses à parfaire avec Bénin Control. Il faut reconnaître aujourd'hui, quand vous avez des marchandises au port, vous avez plus de 90% de chances de vous avoir dans l'état initial. Donc les 10%, vous savez, on ne peut pas parler de sécurité et dire on est à 100%. Il faut reconnaître que le port a évolué, mais il reste beaucoup à faire dans notre port. Parce qu'il y a trop de gros d'étranglement. Il y a beaucoup de problèmes encore au port. Normalement, dans un port digne de ce mot, non? En 24 heures, on peut se faire sortir sans problème. Mais sur papier, c'est 24 heures. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à 96 heures pour faire sortir les machines. Ce n'est pas encore ce que nous attendons de notre port. Voilà. Et ce que les acteurs portuaires attendent de notre port, eh bien, nous le saurons davantage sur ce plateau qui reçoit M. Taïro Mama. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir pour moi. Oui, vous êtes un acteur portuaire et vous êtes dans ce secteur. Ça fait un certain... Longtemps. Non, ça fait longtemps. Vous allez nous faire aussi tout à l'heure l'historique de notre port, puisque vous savez, nous sommes dans la fièvre de la célébration de notre fête nationale le 1er août. Donc, Marcel Arrossi, bonjour. Bonjour. Et la pleine forme aussi? Ça peut aller. D'accord. Ça va. Et donc, on va y aller. Monsieur Taïro Maman, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Dites-nous déjà, que retenez-vous de ce port dont vous êtes usager depuis près de 60 ans? C'est vrai. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, quand je parle du port de Cotonou, c'est souvent des histoires passionnantes. C'est des histoires passionnantes. On a envie... Jusque-là, on parle du port de Cotonou, mais on est parti quand même d'un passé. Nous sommes partis d'un wharf. Ce n'était pas un port. Le wharf, c'était des installations de fortune qu'on mettait pour accueillir les premiers bateaux qui n'étaient pas eux-mêmes des bateaux aussi parfaitement qu'on connaissait, et qui amenaient des machins dans des cargaisons, K1K, ils mettaient parfois 3 semaines, 4 semaines avant d'arriver à ce wharf-là. Et ça, c'était en quelle année? Ça a commencé de 1891 à 1965. En fait, c'est de mars 1965 que le port autonome de Cotonou lui-même a été rendu fonctionnel, inauguré. Mais entre-temps, entre l'année 1891 à 1965, avec ce trafic rudimentaire quand même, on battait 400 000 tonnes par an. Et le trafic qui était, n'est-ce pas, courant dans la période, c'était du trafic bénino-nigérien. Trafic bénino-nigérien, du Niger. Parce que le WARF était en fait géré pas par le port autonome, puisque le port n'était pas encore créé. Le WARF était créé par l'Organisation commune des chemins de fer et de transport, l'OCBNT. Alors c'est l'OCBNT maintenant qui a transféré maintenant, quand nous avons construit le port de Cotonou, c'est-à-dire les installations avec les quais et les magasins, à ce moment que l'OCBNT a transféré maintenant la charge à l'autorité portuaire du port autonome de Cotonou en mars 1965. À son inauguration. À son inauguration. Alors nous avons commencé comme ça. Et en 1965 déjà, nous avons dans le port de Cotonou 4 quais. 4 quais qui pour les marchandises, donc 4 quais que nous appelons des quais commerciaux. Et 2 quais minéraliers et pétroliers. C'est-à-dire là où on pouvait débarquer les conteneurs, les navires, les produits pétroliers et puis les clinkers. Donc on était limité à ce niveau-là. Donc de 1965 à 1982, on a eu donc cette petite infrastructure-là qui a fait son temps aussi et qui, malgré tout, a pu quadrupler le tonnage que le WARF faisait. Nous sommes passés de 400 000 tonnes à 1 600 000 tonnes. Donc de 1965 à 1982, avec les 4 quais qui ont été construits. Ça n'a pas été facile. Entre-temps, dans la période 1965-1982, le port de Cotonou a servi de tremplin pour le port du Nigeria, parce que le port du Nigeria lui-même était en pleine expansion. Il a arrêté donc les accostages des bateaux. C'est le port de Cotonou qui a secouru le port du Nigeria. C'était en 1979. C'est ça qui a fait donner le pic donc, de la croissance de 400 000 tonnes à 1 600 000 tonnes. C'était beau. Mais nous avions compris qu'encore en 1982, que notre port était encore trop petit. Il fallait l'étendre encore.
de 1982, on a cherché des investissements. C'était la première fois que des bailleurs de fonds internationaux se sont regroupés pour le Bénin. Pour voir dans quelle mesure on peut financer, n'est-ce pas, l'extension d'un nouveau port, cette fois-ci un port moderne pour le port de Cotonou. Et quel était l'impact? L'impact, c'est que nous avons eu 3 quais. Oui. Un quai que nous appelons aujourd'hui le quai 5, un autre le quai 6 et le dernier le quai Roro. Parce qu'en ce moment, on a commencé déjà par avoir les véhicules d'occasion au port de Cotonou. Et l'impact était, nous avons passé de 1 600 000 tonnes et c'est là que le pic de 2 000 tonnes a commencé. Voyez-vous, c'est heureux. C'est heureux, c'est comme ça que le port a donc... Aujourd'hui, on est déjà à près de 10 millions de tonnes. Oui, mais historiquement, il faut... Donc, en suivant l'historique de la chose comme ça, les réformes ont été fortes dans le port. Oui. Quelles sont justement ces réformes qui vous ont marqué, vous? Il fallait remettre en cause tout le système de gestion de l'autorité portuaire lui-même et faire des ouvertures. Parce que les périodes dont je vous ai parlé, c'était des périodes révolutionnaires. En 82 encore, nous étions, n'est-ce pas, en pleine révolution. Et il fallait tout nationaliser. Ça n'a pas été facile. Il y a des parenthèses dont je ne peux pas parler ici, parce que ça n'a pas été facile. Bref, le personnel béninois qui était là et qui travaillait avec tous les forts qu'on les connaissait, jusqu'en 1982, au-delà de 1982, a fait monter le pic à 2 millions de tonnes. C'était important. Cette réforme, c'est que tout le monde devait se remettre en cause. L'État commençait par se désengager de tout ce qui était pratiquement opération commerciale et économique. Ça a permis d'avoir des visées, n'est-ce pas, d'installation sur le port de Cotonou. Mais ce n'était pas arrivé. Il a fallu de 1982 à 1990 qu'il y a eu un choc. Quand je vous parle de 1990, vous comprenez que nous avons eu un choc. Le choc de la conférence nationale. Oui. Tout à fait. Alors, à partir donc, de 1990, l'ouverture était totale. Et de 1991, les opérateurs économiques privés ont commencé par investir dans le port de Cotonou. C'est à ce moment qu'on a commencé par avoir les petites structures Bolloré, de Maesque, et les structures, n'est-ce pas, béninoises qui accompagnaient donc le mouvement. À partir donc de 1991, nous sommes passés de 2 millions de tonnes à plus de 4 millions de tonnes. Pour atteindre le pic jusqu'en 1995. Entre-temps, les réformes qui ont suivi dans ce secteur, c'est qu'il fallait se demander, est-ce qu'il fallait continuer par gérer le port avec, n'est-ce pas, ces éléments manuels, n'est-ce pas, qui faisaient perdre du temps. En son temps, je vous rappelle. Il fallait aller à l'informatisation. Effectivement, parce qu'avant d'aller à l'informatisation, nous étions, je vous donne la cadence. Oui. Parce que la productivité était minable. Oui. On faisait... Pour sortir un conteneur, il vous disait tout de suite que pour sortir un conteneur aujourd'hui, il faut 24 heures ou 16 heures. Sur papier. 16 heures. C'est très beau à connaître. Mais en son temps, il fallait mettre 14 jours. 14 jours. 14 jours pour sortir un conteneur. Et ça, c'est si vous avez la chance de retrouver la marchandise. Parce que, comme je vous ai parlé donc du secours du trafic nigérien qui est passé par le port, il y avait tout un embryon et le port était totalement... Oui, l'élément nous renseignait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 90% de retrouver ces marchandises à l'état initial. Exactement. Alors, à partir de 1995, on a compris que l'ouverture était faite, les structures étrangères ont commencé par arriver. Le port a commencé par prendre son ampleur. Oui. Principalement de 1995 à 2000. Oui. Et de 2000 à 2004, nous avons commencé par enregistrer une croissance moyenne de 11%. Ce qui c'était pas mal. Parce qu'on était à 5, 6, 7, on était déjà à 11%. Les gros investissements ont commencé en 2005. De 2005 à 2011. Et quel était cet investissement? C'était le MCA. Le MCA a investi au port de Cotonou ce que tous les investissements réunis de 1891 à 2005. C'était le plus gros investissement que nous avons eu. Il nous a permis quoi? D'avoir, n'est-ce pas, un quai moderne, ça c'est ce qu'on appelle le quai sud, 2 grands quais avec des profondeurs d'eau de plus de 15 mètres. Et le trafic était élevé. Le trafic commençait par prendre des ampleurs. L'installation, donc, les investissements de Bolloré nous ont permis donc de booster les infrastructures, de bouger les lignes et, n'est-ce pas, mettre les réformes à tous les niveaux. En ce moment, comme nous sommes de 2005 à 2011, après les investissements de MCA, nous avons compris qu'il fallait renforcer le système informatique du portuaire. C'est là où le guichet unique s'est installé en 2011. Et c'est fini. De 2011 à ce jour,
Nous n'allons que de croissance en croissance. Et aujourd'hui, on parle de gestion déléguée du port. Attendez, avant d'arriver à cette gestion déléguée, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que... Nous sommes encore en 2011. Ça va, en 2011. Parce que nous sommes, il y a un gap entre 2011 à 2018. On va essayer de raccourcir, sinon on sera surpris par le temps. Voilà, c'est le temps qui manque, tu vois. Oui. Non, je vous promets, on aura le temps de vous inviter sur un plateau de 52 minutes et puis nous allons en parler largement. D'accord, voilà. allons-y. Oui. Mais aujourd'hui, on a la gestion déléguée du port. Qu'est-ce que le port concrètement a apporté à l'économie nationale de la période de 1891 jusqu'à aujourd'hui? Oui. On dit souvent que c'est le poumon de l'économie nationale. Oui. Et c'est ce poumon que vous décidez de remettre. Quand le port va, tout va. Quand vous allez voir la croissance du port de Cotonou, avec l'évolution du trafic, vous verrez que nécessairement ça va de pair avec l'évolution de l'économie du pays. Quand l'économie du Bénin s'était effondrée avec la crise des banques en 1990, eh bien, le port a subi aussi le coup. Tout à fait. Donc quand nous disons que c'est le poumon de l'économie, c'est bien, c'est le miroir. C'est le miroir de l'économie, n'est-ce pas, de toute une nation. Plus il y a des flux, n'est-ce pas, des échanges les plus importants, plus le pays en bénéficie. Et nous sommes, comme je l'ai dit aussi, nous sommes un port de transit. Un port de transit qui sert aujourd'hui, n'est-ce pas, les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Ce n'est pas petit. Et ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que même le trafic, n'est-ce pas, à la date d'aujourd'hui, le trafic de ces pays de l'Interland dépasse aujourd'hui, en termes de volume, ce que nous-mêmes, Béninois, nous consommons. Le trafic des pays, ce que nous appelons les pays de l'Interland, est à plus de 60% aujourd'hui du trafic du port de Cotonou. Ça veut dire que les 40%, c'est pratiquement le Bénin et le Niger. Donc c'est un port essentiellement de transit. C'est un port essentiellement de transit. Dans l'histoire, on retient aussi l'initiative de la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane, la FEBECAD. Oui. Comment c'est arrivé? Bon, la FEBECAD est née du souci de regrouper les associations des commissionnaires agréés en douane qui agissaient d'une manière éparse. Parce que jusque-là, nous étions à 4 ou 5 associations de commissionnaires agréés en douane qui défendaient les intérêts du port de Cotonou et qui accompagnaient l'évolution des trafics et des réformes portuaires. Parce que sans vous mentir, le commissionnaire agréé en douane est en amont et en aval de toutes les opérations portuaires. C'est lui qui prend la marchandise, c'est lui qui paye la douane. Les douaniers ne vont pas prendre l'argent auprès des clients, c'est nous qui prenons l'argent auprès des clients. Tout à fait. Et si un client nous donne un faux chèque, c'est nous qui répondons. Donc, il est présent sur toute la ligne. Mais bien sûr, sur toute la ligne. Donc, nous sommes les mobilisateurs des ressources, n'est-ce pas, de l'État pour la fiscalité béninoise. Et ça fait que nous avons compris qu'il est temps de nous associer et faire créer, n'est-ce pas, un seul pool qui pourra prendre en compte, les assurations des 4 associations. C'est ainsi que la FEBECAD est née. Mais elle a des projets, on en parlera, je crois, puisque vous avez promis une autre rencontre. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez aujourd'hui vos débuts au port? J'ai commencé au port en 1981. Justement au moment où on commençait la première extension du port de Cotonou. C'est-à-dire à partir 37 ans. C'est ça. C'est-à-dire le moment où le port de Cotonou commençait par s'ouvrir à l'international. D'accord. Et pour un port plus attrayant et plus compétitif, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui comme réforme? Très rapidement. Bon, alors, nous allons parler des premières réformes qui ont commencé. Il faut saluer une première réforme. Il ne faut pas que nous passions de vue. Le gouvernement Talon a eu l'avantage de nous faire vraiment un don du port de Cotonou. Parce que le port de Cotonou et les pays de l'Interland constituent nécessairement un réseau. Vous savez que c'est au temps du président Talon que les tracasseries, c'était des réalités. C'est au temps de Talon que nous avons mis fin aux tracasseries routières. Les barrières policières de gendarmerie qu'on connaissait. Voyez-vous, en son temps, on comptait des barrières. De Cotonou à Manambi, on pouvait compter 52 barrières. D'arrêt avec les... Aujourd'hui, bizarrement, tout est parti comme si c'était lui qui l'avait amené. Et là, vous en êtes très heureux. Bon, ça, c'est une réforme que nous avons vraiment appréciée et ça fait écho sur le plan international. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir les corridors. Vous avez le Togo aussi qui a les corridors, vous avez le Ghana qui a les corridors, mais ils n'ont pas encore réussi, n'est-ce pas,
l'écho, n'est-ce pas, ils n'ont pas encore reçu l'exploit que le port de Cotonou a eu sous le couvert du gouvernement de M. Talon. D'accord. On va revenir sur toutes ces questions. Oui, on va revenir. Le temps est déjà parti. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Ça passe vite. Je vous le promets, nous allons vous recevoir sur un autre plateau, mais j'avoue que nous avons eu droit à une bonne dose d'histoire de cette infrastructure dont tout le monde parle, mais que très peu connaissent. Les fondements tels que vous venez de nous expliquer. En tout cas, je tiens à vous remercier, à vous dire un grand merci d'avoir retracé le parcours de notre port autonome de Cotonou. Merci également à vous, Marcel Arossi. Mesdames et messieurs, Wikeko, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne fête. Et bonne fête à vous d'abord. Merci. Merci également. Allez, portez-vous bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dimanche prochain. À très bientôt et sachez que chaque jour est une opportunité que vous devez saisir, la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.